Merci beaucoup. Je passe ensuite la parole à Claire Moscopo, dont l'intervention a changé de titre. Je lis. Le 20 août 1955, interrogation à propos d'un événement, de ses sources et de ses représentations. Bien. La guerre d'Algérie a été longtemps une question taboue en France. Le secret, la censure, le mensonge ont prévalu. Toutes les sources sont précieuses pour éclairer cette période sombre de l'histoire. Non seulement les archives, mais aussi les témoignages et les documents iconographiques. Toutes ces sources mêlent dans des proportions variables informations et discours. Le 20 août 1955, soit 10 mois après le déclenchement de la guerre d'indépendance, les soldats de l'ALN, sous les ordres de Ziraout Youssef, responsable du Constantinois, ont attaqué, avec l'aide de la population, une vingtaine d'agglomérations de la région. Brandissant le plus souvent des armes de fortune, ils ont assailli les lieux du pouvoir colonial, ils ont massacré des civils européens et algériens. Le 20 août 1955 est une date jugée essentielle par tous ceux qui écrivent sur l'histoire de la guerre. En effet, elle est mise en valeur dans toutes les chronologies qui accompagnent les récits. Cependant, malgré la place importante qui lui est attribuée dans la hiérarchie des événements, le 20 août n'a été étudié que de manière marginale par les historiens à l'occasion d'études plus générales sur la guerre. Mais il n'y a pas eu d'études spécifiques sur le sujet. Dans les ouvrages sur la guerre d'Algérie, la chronologie fait partie des annexes. Pressé par l'éditeur, l'auteur emprunte souvent aux chercheurs qui l'ont précédé les dates et les définitions qui lui conviennent. Parfois, il reproduit la chronologie de son précédent ouvrage. Ces choix terminologiques sont déterminés par les codes sociaux et l'état des connaissances de l'époque, par sa sensibilité aussi. J'ai relevé ainsi dans quelques chronologies parues en France de 1982 à 1995 les dénominations suivantes: massacre, émeute, insurrection, offensive. Ces définitions appartiennent à des registres différents. Massacre, émeute font référence à des troubles sociaux. Insurrection possède une dimension déjà plus politique, alors que l'offensive renvoie à la guerre. Les qualificatifs utilisés pour décrire l'offensive la connotent de manière opposée. Dans la chronologie la plus récente, l'attribution de l'offensive à l'ALN est importante car l'auteur, en utilisant le sigle sans mettre de guillemets, reconnaît l'organisation militaire nationaliste et le projet qu'elle vise à réaliser. Il ne réduit pas le 20 août à un massacre effectué par des terroristes, mais restitue l'événement dans sa globalité, puisqu'il prend en compte la signification militaire et politique dont ce fait était chargé. En ce qui concerne la riposte des Français, les termes décrivant l'action des forces de l'ordre, celles des milices auxquelles il convient d'ajouter les vengeances personnelles, sont moins divers, et répression est le dénominatif le plus pratiqué. Il est nuancé cependant par la présence et l'absence de qualificatifs. Celui de sévère induit l'idée de justice. Énergique laisse entendre le volontarisme et surtout l'efficacité de la réaction. Violente dénonce implicitement le non-respect de la justice. Le 20 août est un sujet sensible. 71 civils européens, d'après les archives du gouvernement général citées par Ageron, ont été assassinés par les insurgés. Mais lors des opérations de représailles, des milliers d'Algériens ont été massacrés par les militaires français et des milices pieds noirs. L'ampleur de la violence qui a déferlé est sidérante. Les autorités françaises qui ont ordonné et couvert le massacre n'ont laissé que très peu d'archives. Faute d'archives, les entretiens sont absolument nécessaires pour avancer et éclairer l'événement. Mais les témoins sont dispersés. Au fil des années, le temps les a conduits à oublier, à trier aussi dans leurs souvenirs afin de reconstruire leur mémoire. Pour la période qui a précédé l'événement, les mois de mai, juin et juillet, les archives militaires disposent de directives émanant du haut commandement. Elles établissent la liste des actions à mener contre les nationalistes et leurs partisans. En revanche, les rapports sur les actions qui ont été menées et leurs résultats ne sont pas disponibles. Les témoignages d'appelés permettent parfois de combler ces lacunes. J'ai ainsi trouvé un tapuscrit d'appelés extrêmement précis sur la période où l'auteur, en poste dans la région de Guelma, reprend le journal très détaillé et rigoureux qu'il tenait à l'époque. Je l'ai interviewé ensuite et croisé ces informations
avec celle d'autres soldats stationnés dans le même secteur. L'offensive du 20 août, organisée et menée par l'ALN, est décrite brièvement pour le secteur d'El Arouche dans un rapport rédigé par le colonel responsable. J'ai réussi à le compléter par des informations d'Appelé et de Pied-Noir pour Philippeville et Aïn Abid. Pour El Alia, je me suis servi du roman de Louis Arty, El Alia, des mémoires de Gisèle Halimi, Le lait de l'oranger, ainsi que du documentaire de Harris et Séduit, Français si vous saviez. D'autres récits sur d'autres lieux comme Aïn Regada contribuent à éclairer une partie des faits. Les sites Pied-Noir qui utilisent Internet pour diffuser leur représentation de l'événement sont nombreux. Mais les exagérations, les mensonges, les oublis, les fantasmes polluent le plus souvent les quelques informations qu'ils apportent. Ces récits sont surtout intéressants pour analyser le discours des nostalgiques de l'Algérie française et de leurs héritiers. Les seuls documents militaires concernant la répression française sont les directives émanant des instances du haut commandement de la région de Constantine et de l'Algérie. Il n'y a pas de rapport sur les expéditions punitives lancées dans les villes ou les campagnes. La censure a joué au moment des faits, au classement puis à l'ouverture des archives. Comme souvent, les dossiers sensibles ont été classés non disponibles au Chat, à Vincennes. Un seul document a échappé au tri, très explicite, il concerne la petite ville du Crou, près de Constantine. Les publications et la presse de l'époque, soumises aux pressions et aux contraintes économiques, puisqu'on n'envoyait que très peu de reporters, ne sont pas d'un grand secours. Quelques articles et reportages sont plus précis. Le collectage des témoignages parus après le 20 août dans des publications militantes de gauche ou chrétiennes n'a pas encore été réalisé. L'analyse et la critique de ces textes permettraient de dégager des informations qui compléteraient le puzzle. Les rapports officiels, ceux de Roger Vuillaume et de Jean Méret, présentés par Pierre Vidal-Naquet dans ses ouvrages, les documents réunis par Denise et Robert Barra dans leur livre blanc sur la répression sont précieux. Pour les Pieds-Noirs, le choc du 20 août reste vif. Ce jour-là, l'irruption des parias du bled au cœur des villes où se trouvaient les sanctuaires du pouvoir colonial et l'apparition en pleine lumière des soldats de l'ombre marquaient le début de l'effondrement du monde auquel ils appartenaient. Transplantés à la fin de la guerre en métropole, ils n'ont pas terminé leur travail de deuil. Ils ont oublié le plus souvent la répression militaire et les assassinats effectués par les milices d'Européens. Jusqu'en 2000, les quelques appelés évoquant ce thème restaient dans le vague. L'un d'eux a accepté de décrire la stratégie du nettoyage appliquée par le premier RCP dans le bidonville situé au sud de Philippeville, mais il n'a pas répondu à la question des résultats. Au cours de nos rencontres, beaucoup reconnaissaient « on ne vous dit pas tout ». Chacun, en effet, précise ce qu'il peut dire avant de buter et de s'arrêter sur le seuil de l'indicible. L'indicible de cette époque, c'était effectivement la répression injuste et barbare dont ils ont été les acteurs. Dirigés par leur chef, ils ont raflé et massacré de nombreux innocents en toute connaissance de cause. Depuis l'affaire de Louisette Iguilariz, dévoilée l'été 2000 par Florence Boger, journaliste du quotidien Le Monde, depuis l'écho donné à ces recherches par les journaux, les radios et la télévision, l'opinion, qui était informée des violences des nationalistes algériens, n'ignore plus celle des militaires français. Peu après, les généraux Ossarès et Massu ont confirmé les témoignages des victimes. Leur reconnaissance des faits a brisé le secret et libéré les paroles d'Appelé. Le seuil de l'indicible a reculé. En France, les Pieds-Noirs sont les seuls à porter la mémoire du 20 août. Ils en restent le plus souvent au séisme qui a bouleversé leur vie, car le malheur subi ouvre rarement sur le malheur des autres. La plupart vivent en silence ce traumatisme douloureux. Les militants, en revanche, diffusent leur point de vue, un point de vue ouvertement idéologique, car qui pourrait critiquer leur discours sans être accusé d'attenter au légitime chagrin des survivants? L'immense malheur d'El Alia les protège. Mon but n'est pas de leur opposer un autre discours, mais de faire un travail d'histoire sur les principaux stéréotypes qu'ils avancent. Comment définir un stéréotype, un cliché? C'est une représentation simplifiée de la réalité, construite à partir de faits irréfutables. Bien sûr, chacun construit sa propre vision du monde, sa propre vision du passé,
Mais les stéréotypes vont plus loin. Ils réduisent les événements à quelques formules simples qu'ils présentent comme des absolus. Le stéréotype est chargé d'un sens qui s'impose d'autant plus que n'étant pas formulé, il ne peut être discuté. C'est une arme idéologique redoutable. Sa reproduction dans les récits lui donne une apparence de légitimité, alors qu'elle n'est que le résultat d'un rapport de force imposé aux mémoires les plus fragiles. Actuellement, les stéréotypes qui ont le plus cours à propos du 20 août sont les stéréotypes qui se sont formés au cœur de la guerre, quand la propagande du bureau psychologique imposait l'idéologie de l'Algérie française. Ils sont diffusés par les publications pseudo-historiques des éditions Trésor du patrimoine, les revues de certaines associations Pieds Noirs, comme Mémoire de notre temps, et surtout de nombreux sites Internet. La première liberté que le cliché prend avec l'histoire, c'est de séparer l'événement de son contexte. Les interlocuteurs qui intègrent le plus fidèlement les stéréotypes négligent les périodes qui précèdent et suivent le 20 août. La surprise introduit l'événement, le massacre le qualifie et la fracture entre les deux communautés le clôt. Aucune de ces expressions n'est précisée. Il est évident que ce sont des Européens qui sont surpris, que seuls ils ont été massacrés et que les musulmans, entre guillemets, sont les responsables de cette fracture. Bien sûr, la surprise exprime la répulsion éprouvée devant les assassinats d'Européens. Elle marque aussi la rupture évidente provoquée par l'événement dans le déroulement des jours. La surprise matérialise surtout la frontière entre un avant et un après, entre la paix et la guerre. Elle nie le nationalisme et la volonté d'indépendance des Algériens, puisque l'événement était aux yeux des Pieds Noirs imprévisible. L'affirmation « nous vivions en symbiose » confirme l'idée de rupture. Comme de nombreux Pieds Noirs, Georges Muller, originaire d'Aïn Regada, note dans son article sur le 20 août la convivialité de la soixantaine de familles qui y vivaient, les deux ethnies confondues, je cite. Le partage des douceurs, Makroud et Mouna, au moment des fêtes, consacre, comme dans d'autres récits, la bonne entente qui régnait entre les uns et les autres. La mitoyenneté que facilitaient les petites bourgades pouvait effectivement déboucher, grâce à l'école et aux services communs, sur une certaine convivialité. Ailleurs, et à d'autres moments, les relations se limitaient à l'échange de services et elles n'ouvraient que rarement sur une amitié entre égaux. Dans les villes, les ségrégations économiques et communautaires se combinaient. Elles étaient plus ou moins efficaces selon les lieux. La plupart de mes interlocuteurs précisent que leurs voisins étaient européens. Le paysage de leur mémoire comporte des musulmans, entre guillemets, des arabes. Mais cette réalité apparaît de manière générale. Les individus sont rares et plus encore rarement nommés. Dans son roman sur le village minier d'El Alia, Louis Arty décrit avec nuance et sensibilité la société ouvrière du lieu. Il note « À El Alia, on appelle chaque adulte madame ou monsieur avec son prénom au bout ». Il ne précise pas les Européens, mais c'est évidemment les Européens. Les Arabes, eux, sont appelés par leur nom de famille ou leur prénom seul. Cette subtile différence est lourde de sens. Dans la mise en scène de son enfance, la convivialité rassemble les Européens. Il décrit les fêtes entre amis et voisins. Il précise les prénoms et les noms. Les Arabes, en revanche, forment un ensemble compact. Seul émerge à un moment un vieil Arabe et Boulaïnine, celui qui a trahi. La faille qui séparait les habitants d'El Alia est bien présente. La convivialité est avancée pour ménager la mémoire du paradis perdu. Elle s'accompagne souvent de l'oubli du nationalisme algérien et de la guerre. Mais cette manière de dire comporte des lapsus et accepte des nuances. Si Louis Arty observe qu'à El Alia, les autorités avaient demandé aux Européens de rendre leurs armes, ailleurs, la plupart des familles en possédaient, et tous mes interviewés en parlent. Georges Muller, d'Aïn Regada, qui vivait avec sa belle famille, note qu'il possédait 2 armes pour la chasse avec leurs munitions, et que son petit beau-frère, un adolescent, disposait d'une 22 longs rifles accompagnés de 100 cartouches. Il commente « Chacun aime ses armes de chasse, il éprouve de la joie, des beaux rêves en chargeant ses cartouches. Depuis le début des événements, la paix psychique repose, il faut le dire, sur une légère augmentation des avoirs en munitions. » Fin de citation. Certains se souviennent des faits qui appartiennent à différents registres sans qu'il soit nécessaire de relancer par la question « Tout était calme alors ?»
Un interlocuteur de Philippeville se rappelle du couvre-feu imposé à la suite des attentats du mois de mai. Des interlocuteurs, militants politiques ou chrétiens engagés, dépassent le cercle de leur communauté et décrivent d'emblée le malheur des Algériens soumis à la répression. Un pasteur, aumônier militaire à Philippeville, replace l'événement dans son contexte maghrébin en citant l'anniversaire de la déposition du sultan au Maroc et l'assassinat d'un syndicaliste tunisien. Il introduit son récit par la lettre de protestation qu'il avait envoyée à l'époque à la presse. Il y dénonçait les destructions de Mechta ainsi que les tortures infligées aux suspects. Il est le seul à souligner l'importance du nationalisme et son influence sur la population algérienne en décrivant le rassemblement d'une foule de paysans en tenue soignée, branches d'olivier à la main, rendant hommage sur une route de montagne à Messali Hadj qui passait dans sa limousine. Les archives et les témoignages d'appelés confirment la guerre et le non-respect des conventions de Genève. L'instruction numéro 11 que j'ai découverte, publiée et analysée dans ma thèse en 1995, affiche la volonté du haut commandement et des autorités civiles de mener une guerre totale. Des appelés du 4e BCP, du 151e RI et du 1er RCP opérant dans le Constantinois ont dévoilé dans leurs entretiens la violence qui s'étendait à partir du mois de mai 1955. Dans le journal de celui qui se trouvait affecté à la 3e compagnie du 4e BCP, entre Soukaras et Guelma, les exactions des Félagas, entre guillemets, se réduisent alors à des poteaux électriques abattus, une récolte brûlée et aussi à 2 villageois blessés. Mais les opérations de police et de représailles lancées à la suite se sont soldées par des violences graves. Rien que pour la semaine du 7 au 14 juillet 1955, il a relevé des vols, des incendies de gourbi, des violences physiques, des passages à tabac quotidiens et quelques viols collectifs. À plusieurs reprises, des suspects détenus arbitrairement au camp ont subi des violences, des tortures sexuelles. Je cite, « À notre retour au Borj, nous retrouvons Clarin, un ch'timi très brave type, mais vrai gamin. Il s'est amusé avec les prisonniers comme un gosse avec des jouets. Il leur a fait d'abord faire l'instruction, garde à vous, repos, en colonne, courez, puis il leur a ordonné de laver le linge de toute la section. Il les a contraints de creuser un trou pour les ordures, un autre pour les feuillets. Ensuite, il leur a demandé de se mettre à poil et de prendre une douche. Naturellement, les récalcitrants étaient soignés à coups de pied quelque part. Pire, il a fait un nœud coulant au bout d'une ficelle, l'a placé autour du pénis d'un vieux et a traîné sa victime derrière lui comme un chien en laisse, et ce, sous les yeux de son fils. Et Clarin rigole en nous racontant ça. Le ton de la relation est celui du journal d'un appelé de 20 ans. Dans un courrier qu'il m'adresse, un autre appelé, à propos d'une autre violence, explique simplement « Dans l'épisode de la page 88, je raconte à mots couverts un événement dont l'horreur m'apparaît aujourd'hui chaque jour de plus en plus grande, alors que dans l'instant, il s'inscrivait dans l'abomination du quotidien. Aucune de ces violences n'a été sanctionnée. Le stéréotype de la surprise, souvent avancé par les pieds noirs, ne tient pas. La paix était illusoire puisque la violence sévissait. Présente dans le bled, elle l'était aussi dans les villes, mais elle touchait surtout les Algériens. Le massacre du 20 août a longtemps défini l'insurrection du Constantinois. En 1992, l'expression était présente dans presque tous les magazines qui commémoraient le 30e anniversaire de la fin de la guerre. Effectivement, le terme colle à la réalité des assassinats d'Européens puisqu'il définit les modalités particulièrement cruelles de la mort des hommes et des femmes et des enfants. La vulnérabilité de la plupart de ces victimes souligne encore l'horreur de ce carnage. Le massacre fait incontestablement partie de l'insurrection, mais il n'est pas toute l'insurrection, il ne peut la résumer. À Philippeville, le 20 août 1955, la plupart de mes interlocuteurs se trouvaient dans leur maison. Ils ont vu les insurgés déferler, mais ils ont pu, ceux qui étaient à l'extérieur, rejoindre leur maison et le pasteur a pu se rendre après les premiers coups de feu à l'hôpital pour accueillir les blessés. Dans les autres villes comme Aïn Abid, il en a été de même.
À Ain Abid, mon interlocutrice se souvient d'avoir entendu distinctement les cris terribles des membres de la famille Mello. Ils appelaient « Gendarmes, au secours, on nous assassine !» À Philippeville, la garnison a riposté immédiatement. Le pasteur a vu arriver des Européens puis des Algériens, les uns souvent blessés à l'arme blanche, les autres par balles. Bon, j'ai peut-être passé plus vite. 2 minutes encore, bon, ça devrait aller. Quand ils sont sortis de chez eux, les témoins ont vu les traces de l'émeute, les traces des émeutes sur les bâtiments administratifs et les commissariats. À Ain Abid, mon interlocutrice note les docks incendiés, la poste saccagée. Elle a été informée du massacre perpétré dans la maison des Mello. Le lendemain du drame, elle a été interpellée par M. Mello. Il insistait pour qu'elle voie le carnage. Malgré son angoisse, elle s'est sentie obligée d'accéder à sa demande. Le spectacle insupportable des 5 corps, 3 adultes et 2 enfants, dont un bébé de 5 jours, est encore dans ses yeux aujourd'hui. Le rapport du colonel de Vim signale des commissariats et des casernes arrêtés. Au Krups, une bourgade située à proximité de Constantine, plusieurs assauts ont été lancés par des insurgés contre le camp militaire. Les soldats ont riposté, les assaillants ont laissé sur le terrain 23 hommes, dont 12 en uniforme, 19 femmes et 11 enfants des 2 sexes. Les insurgés du Krou, avec ou sans armes à feu, ont combattu jusqu'à leur mort les forces de l'ordre. Les combats des insurgés contre les militaires français n'effacent pas les massacres, mais les massacres n'effacent pas non plus les combats. En croisant les différentes sources, les différents témoignages, massacres et combats sont les 2 faces d'un même événement, mais seuls les combats sont porteurs d'un sens politique. Le discours extrémiste pied noir, tel qu'il apparaît dans certaines publications, tel qu'il est diffusé par les sites Internet, ignore les combats pour s'attacher au massacre. Le temps de l'insurrection, dans lequel il s'inscrit, de midi à 15 heures, n'est pas précisé. Parmi les 3 massacres de référence, Saint-Charles, Ain Abid et El Alia, il choisit El Alia. Les morts y sont plus nombreux et 10 enfants font partie des victimes. El Alia est érigé en surévénement. Massacre emblématique, il occulte les autres massacres, les autres événements. Il s'inscrit dans un temps hors du temps, où passé, présent, futur se confondent. La haine remplace le deuil et la mémoire s'affole. Les 35 morts ne suffisent plus. On arrondit à 50. Les modalités de ces assassinats bon marché, selon l'expression de Louis Arty, sont attribuées à des volontés perverses et calculatrices. On bascule au-delà du cauchemar. Le massacre de la famille Mello est amalgamé à celui d'El Alia. Les fantasmes sexuels s'en mêlent. La violence imaginée, le mensonge dépassent l'entendement. Les récits de mes interlocuteurs ne se construisent pas seulement à partir de leur expérience passée, mais aussi à partir de ces fausses informations qui circulent sur Internet. Je conclus, les clichés voyagent dans l'espace et dans le temps, ils ont une vie longue, mais ils évoluent. Les récits historiques n'en sont pas toujours exempts. Mares de sang, masse fanatisée, sont présents jusqu'en 1992. Ces clichés informent davantage sur les rapports qu'une société entretient avec les événements et avec l'histoire. Ils révèlent en creux leur vision de l'altérité.